c'est tellement profond en fait qu'on s'est dit qu'on allait en parler avec notre coach du jour. Donc, coach, déjà, je te souhaite la bienvenue. Merci à Tractor, merci. Je te souhaite la bienvenue. Je vais mettre une musique. Voilà. Je vais mettre une petite musique parce que, en fait, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Tu vois, ça me touche particulièrement. Et je te laisse d'abord te présenter et pourquoi ce thème-là, il me semble que c'est ton couloir. Donc, parle-nous un peu de ce thème-là. Pourquoi précisément ce thème? Déjà, je pense que tout ce qu'on a dans la société, hein, la vie courante qu'on mène au quotidien, euh, a un fondement, a une base. Il y a un socle sur lequel on s'appuie pour faire tout ce qu'on fait, aller à l'école, se marier, faire des enfants, etc., etc. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que tout ce qu'on vit dans la société, tous les drames qu'on vit, toutes les situations difficiles, je parle de celui qui est pauvre, je parle de celui qui est riche, celui qui a réussi sa vie, qui a une maison, qui a des enfants. Mais il y a toujours quelque chose qui nous fait plonger dans un état, un mal-être constant qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient. Chaque jour, il y a des gens qui se jettent des immeubles. Quand on voit le statut de la personne qui s'est lancée de l'immeuble, on dit, mais attends, quelqu'un qui a des milliards, pourquoi il se tue? Hein, il a tous les biens, il a voiture, il a plusieurs véhicules, il a une femme, il a des enfants. Pourquoi il s'est tué? Ou Ouais. bien une femme qui a apparemment qui a tout, qui est toujours belle, qui a une vie qui réussit, tout marche pour elle en réalité. Physiquement, visuellement, on voit que ça va. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus à renforcer ce mal-être-là qui fait qu'on est tous devenus superficiels. On est toujours en train de prendre des photos publiées pour montrer que tout va bien dans nos vies alors que rien ne va. On a toujours ce sourire, là, ce que j'appelle la dépression souriante. Plein de personnes ont fait une belle photo souriante avant de se donner la mort. Donc, je pense qu'il est important d'en parler parce que quel que soit ce qu'on est en train de chercher dans notre vie, si on ne va pas bien, tout ce qu'on cherche là, c'est pour rien du tout. On ne profite pas assez de ça. On ne se sent jamais heureux, on ne se sent jamais épanoui, on ne se sent jamais satisfait et on est toujours en train de maltraiter malheureusement les gens qui sont autour de nous. Donc, c'est soit notre conjoint, et c'est soit nos enfants, c'est soit nos collègues, parce que la dépression, on trouve ça partout, dans le foyer, dans l'éducation mère-enfant, au travail ou père-enfant, la vie sociale, la famille, on trouve ça partout. Donc, pour moi, dans la société, si tout le monde allait bien mentalement, si tout le monde prenait soin de lui quotidiennement, régulièrement, si tout le monde quand tout le monde planifie son budget et qu'il met dedans la place de sa santé mentale, je pense que la société irait mieux. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est un sujet, je pense, qui te touche parce que je sais que c'est... En fait, on en parlait. Pour ceux qui savent, ceux qui me suivent depuis un moment, je parle beaucoup de couloirs. Est-ce que tu peux dire que quand tu commences ça, est-ce que c'est un peu quelque chose que tu ressens ou bien c'est seulement le métier ou bien c'est... Comment tu traduis cette envie-là d'aider les autres? Déjà, il faut savoir que, bon, ça c'est mon père à son âme qui me l'a révélé. Mon père me disait il y a 3 ans que j'ai toujours été coach. Donc, la première fois où je lui présentais que je suis coach, où je lui présentais mes activités, où je faisais des conférences, il m'a dit, ma fille, tu as toujours été coach depuis que tu es petite parce que j'ai remarqué que quand vous étiez petit, tu coordonnais les choses à la maison. Quand tu as un frère ou une sœur qui n'allait pas bien, tu le prenais de côté, tu aimais chuchoter, tu voulais que tout le monde aille bien. Tu étais toujours là en train de chercher à comprendre pourquoi telle personne est mélancolique, pourquoi telle personne est triste. Donc, moi, je pense que tu as toujours été coach. Donc, ça, c'est le vieux qui a des souvenirs de mon enfance plus, comment je peux dire ça, plus frais que moi qui me le dit.
Mais moi, personnellement également, je remarque que depuis le collège, je le fais. J'assiste des camarades. Je suis toujours en train de rendre visite quand quelqu'un est malade. J'arrive à détecter qui va pas bien quand on est en groupe. Je prends la personne de côté. Donc, naturellement, j'avais ça. Et puis, quand j'ai eu le bac, je voulais aller en fac de droit. Et cette année précisément où j'ai eu le bac, la fac de droit était fermée. Ok. Et donc, il n'y avait que la fac de sociologie, la fac d'espagnol et la fac de criminaux qui étaient disponibles. Je ne voulais pas aller dans ces trois facs-là, mais je n'avais d'ailleurs pas le choix. Et finalement, je me suis inscrite et je suis partie en sociologie. Et quand j'étudiais la sociologie, il y avait une matière qu'on appelait l'anthropologie. Et dans l'anthropologie, la sociologie, c'est la science qui étudie le comportement social. C'est-à-dire que tu prends une ethnie, par exemple, et puis tu cherches à comprendre leur comportement là. Oui. Donc, pour comprendre le comportement d'une ethnie, tu dois comprendre le comportement des individus. Tu dois comprendre l'individu, lui seul et en groupe. Parce qu'une personne, quand elle est seule, et puis quand ils sont en groupe, le comportement de groupe diffère de la psychologie personnelle. Donc, on a étudié ça. Et puis après, on étudiait et je me suis rendu compte que l'anthropologie était beaucoup plus spécifique sur l'étude de l'être humain. Donc, il y avait un petit quelque chose qui m'attirait dans cette matière-là. Et c'est comme ça que quand j'ai fini la sociologie, j'ai voulu aller apprendre l'anthropologie. Et j'ai eu des difficultés. Mes parents ont dit, oh non, ça là, il n'y a pas son travail en Afrique ici. Tu vas aller te perdre, c'est des choses qu'on ne comprend pas, il n'y a rien dedans. Il faut laisser rester dans sociologie. Tu as passé le concours d'assistant pénitentiaire parce que c'était les seuls débouchés que ça offrait. Et donc, quelqu'un a dit collègue. Oui, donc, d'accord. Donc, on a compris le parcours. Donc, on va profiter rapidement pour saluer les personnes qui sont connectées, qui nous sont chères. Oui, Larissa Adelkoua, qui est aussi sociologue, qui a un très grand intérêt justement pour le développement aussi humain. On va saluer Célestine Diekakou, qui est ma maman. On salue Marie-Flo Sombo, David Bamba, Manu Maïmounata Efi, une grande dame. Lévi Sategni, oui, Céleste. Maï, bonjour Maï. Oui, Anne-Audrey, Wairo Malan, Mimkat, Alice Nyapa qui est connectée. Voilà, je pense qu'on a atteint un certain nombre de personnes et on va passer à une étape, en fait, pour moi, qui est très importante. Tu vois, qui est très importante. C'est très important. J'aimerais te demander, en fait, quelle est l'histoire, une histoire, je veux dire, qui t'a marqué, surtout concernant le thème de la dépression. Quelle est l'histoire qui t'a marqué? Je veux dire une histoire. Je sais que tu causes, tu discutes avec beaucoup de personnes. Nous-mêmes, on est dedans. Nous-mêmes, nous sommes tes amis aussi sur Internet, on est dedans. Mais je veux dire une histoire qui t'a vraiment marqué. Peut-être sans dire le nom, mais une histoire qui t'a touché, en fait. D'accord. C'est l'histoire d'une femme qui a pratiquement réussi toute sa carrière, mais qui avait un profond mal-être en elle. Et elle ne comprenait pas d'où venait ce mal-être constant-là, malgré sa réussite et tout ça. Donc, elle pensait que c'est parce qu'elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait pas d'enfant et que c'était ça le problème. Donc, dans son parcours, elle a eu un mari, elle a eu un enfant, mais avant d'accoucher, son mariage s'était déjà gâté. Son mariage était déjà gâté. Donc, elle se disait que peut-être qu'elle avait une âme damnée ou bien, je ne sais pas, elle était maudite. Il y a quelque chose. Donc, elle n'est pas née pour être heureuse. Donc, elle avait ce mal-être constant-là en elle. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait pas vraiment sa libido n'était pas bonne. Elle n'avait pas vraiment... il y a quelque chose qui... Elle n'avait pas la pêche. C'est pas quelqu'un qui est vivant, en fait. C'est ça. Et donc, son mari, ça n'allait pas et tout ça. Et donc, lors d'une conférence, j'ai essayé d'écouter certaines femmes et puis après, elle est venue vers moi. Elle a commencé à m'expliquer son problème. Et dans le questionnement, et je lui ai envoyé à faire des exercices, on a découvert que peut-être à 8 ans, elle avait subi un viol. Elle avait subi un viol et personne
ne croyait parce que son oncle l'avait laissé chez le voisin pour aller travailler et le voisin a abusé d'elle. Oh là Et donc, là. quand son oncle est venu, bon, une petite fille de 8 ans, bon, elle est naïve, elle ne comprend pas les choses. Et donc, forcément, elle va pas, comment je vais dire ça? Elle va dire ça naturellement. Bon, pour elle, elle doit le dire. Et je pense que ça a été mal géré. Et cette douleur-là, elle a gardé. Mais en grandissant, comme le cerveau, il n'est pas fait pour nous mettre mal à l'aise, le cerveau a camouflé ça quelque part. Donc, elle n'a plus le souvenir de ça, mais elle n'a pas d'envie sexuelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de libido et c'est devenu quelque chose d'habituel chez elle. Et ça lui a créé des problèmes avec ses précédents copains et dans son foyer également. Et donc, c'est quand on a découvert cela qu'on s'est rendu compte que son vrai problème, en fait, sa léthargie constante était due à cet abus sexuel-là qu'elle a vécu. Donc, finalement, on a dû passer par un processus de guérison parce qu'il faut écouter la personne, il faut faire son processus de pardon, etc. C'est tout un processus qui est assez long, mais qui aujourd'hui, cette femme est une femme vraiment, vraiment épanouie. Elle est contente, elle est joyeuse, elle a recommencé à vivre une autre vie, elle a développé une résilience. Et aujourd'hui, ce que je fais, je l'accompagne à aider des femmes qui ont subi un viol, qui n'arrivent pas à retrouver le bien-être mental et émotionnel. Et donc, elle partage son expérience et elle aide d'autres femmes qui ont vécu des viols à surmonter cela parce que c'est pas évident. Et donc, de façon générale également, les cas que je reçois, le mal-être que les gens ont, c'est vrai, on vit avec peut-être un homme qui nous maltraite, qui nous bat, qui nous injurie, qui nous dénie le travail, qui nous dénie des ressources, ou bien c'est la famille qui nous maltraite, etc., etc. Mais le vrai problème d'une personne, la vraie base de sa dépression, ça vient de son déficit émotionnel ou son manque d'affection depuis le sein maternel, depuis la petite enfance jusqu'à cet âge-là. Donc, comment on appelle ça, le cerveau n'a pas constitué sa base émotionnelle d'attachement. Et donc, n'importe quoi, on est vulnérable. Pour n'importe quoi, on plonge. Pour n'importe quoi, on plonge. Pour n'importe quoi, on plonge. Donc, voilà un peu. Il y a plusieurs cas comme ça, si on veut rentrer dedans. Ouais, non, je comprends, je comprends. C'était pour qu'on puisse comprendre un peu, en fait, comment ça se vit. Parce que moi, peut-être qu'on connaît des personnes qui sont autour de nous. On a décidé, en fait, quand on préparait l'émission, on a décidé d'aller sur 10 signes. Tu m'as dit qu'il y en a plus. Tu m'as dit qu'il y en a plus, mais voilà, tu allais partager sur le sujet du jour, qui sont 10 signes qui montrent que nous sommes en dépression. Ouais. Voilà. Donc, tout de suite, on va te suivre. On va te suivre. Déjà, avant de commencer, je voudrais demander à tous ceux qui sont connectés, parce qu'on a cette fâcheuse habitude là, de faire plusieurs choses, d'être connecté sur le téléphone, d'être en train de regarder la télé ou bien faire plusieurs choses. Spécifiquement, ce sujet sur la dépression, c'est quelque chose qui touche à l'âme. Donc, ça nous touche de façon personnelle. C'est-à-dire, même si nous-mêmes aujourd'hui, on va bien, qu'on n'a pas de dépression, il y a au moins une personne dans notre environnement immédiat qui vit une dépression. Moi, quand je fais une publication, quand quelqu'un vient commenter déjà, le contenu du commentaire déjà me laisse des indices. La personne peut faire un beau commentaire, mais dans le fond, c'est une dépression qui est en train de s'exprimer. Donc, je voudrais que chacun prenne 1 minute de recueillement, 1 minute de silence dans son cœur pour pouvoir se donner un objectif pour cette séance-là. Parce qu'en toute chose, c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous a mis sur terre, c'est Dieu qui nous a créés et il nous veut du bien. Il nous a créés pour que nous puissions vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie constante. Que nous puissions vivre épanouis, nous puissions profiter de tout ce qu'il a disposé dans la nature. Moi, je demande à chacun ici présent de se recueillir, de prier Dieu pour que cette session-là soit déjà une session de guérison,
une session de bénédiction, vous aussi, vous soyez une graine que vous allez s'aimer, que vous ne soyez pas celui qui fait que la dépression s'approfondit ou bien s'ancre dans la vie de celui qui est le plus proche de vous. Souvent, quelqu'un est en train de vous donner un signe, mais vous ne voyez pas. Que Dieu ouvre vos yeux aujourd'hui pour que vous puissiez détecter ces signes-là autour de vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne soyez pas de ceux qui accablent, ne soyez pas de ceux qui précipitent les gens de l'immeuble. Soyez de ceux qui ont l'œil attentif, qui ont l'oreille dans le cœur et qui puissent entendre le mal-être que les gens sont en train de crier sans le crier. J'ai envie de dire Amen. J'ai envie de dire Amen parce que c'est une prière qui est très forte et je demande à tous ceux qui sont là que ce ne soit pas un direct parmi tant d'autres. Nos émissions se veulent profondes. Nos émissions, c'est pour ça qu'on avertit une semaine à l'avance pour qu'on puisse prendre nos dispositions. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va recevoir va déclencher quelque chose. Va nous permettre d'aller vers où on veut partir. Parce que, comme vous savez, la thématique générale, c'est trouve ton couloir et cours dedans. Et parmi les grands freins, parmi les choses qui nous freinent justement dans cette quête de notre couloir, c'est tout ça. Ces signes de dépression, ces personnes qui nous accablent, ces personnes qui nous disent des paroles, qui nous blessent, qui nous environnent et souvent qui ne sont pas des terres propices. Je pense qu'en connaissant ces signes, on pourra aider notre prochain. Et je suis convaincu qu'on n'est pas venu sur terre pour rien. On est venu pour apporter quelque chose aux autres. Donc, tout de suite, notre invité, notre coach, Prisca, tu vas nous partager sur ce thème qui est très important. Donc, je te laisse la parole. Pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous entendez? Voilà, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que, voilà, notre coach peut s'installer? Coach, tu peux boire un peu d'eau, tout ça, pendant que tout le monde est en train de faire le ménage un peu autour de soi, de trouver le temps pour se rencontrer soi-même. Parce que c'est ça. C'est ça. Notre objectif à travers cette émission, cette série d'émissions, c'est de vraiment permettre aux gens de connaître leur impact. Donc, pour connaître son impact, je pense qu'il faut savoir si on est en bonne santé ou pas. Et la santé mentale, tout le monde en parle, mais voilà, peut-être qu'on ne sait pas tous. Et elle me disait, coach Prisca me disait qu'il y a des personnes qui ont souvent honte. Certains ne savent pas qu'elles sont déprimées. Certains en ont honte de parler. Certaines ont peur, ou bien je ne sais pas, peut-être peur du regard des autres. Il y a des choses peut-être que le cerveau a camouflées. Et aujourd'hui, comme coach Prisca l'a dit, que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous ressortions transformés après cette émission. Coach Prisca. Merci. La dépression, on en parle effectivement. Il ne faut pas avoir honte de la dépression parce que c'est quelque chose, c'est comme une rage dentaire. Ça ne prévient pas. À tout moment, ça peut arriver, même si tu te brosses les dents tous les jours. C'est comme un palu. Tu as fini de te soigner, mais les 3 prochains mois, il va réapparaître. C'est comme un problème gynécologique chez nous, les femmes. À tout moment, on a des petits bobos, on va chez le gynécologue. Il n'y a rien de honteux à ça. Mais comme la société nous a appris à ne jamais pleurer, à être fort, à donner l'impression que tout va bien, donc on est toujours là en train de se mentir à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Moi, je veux que vous puissiez faire des grands selfies pour tout le monde. Mais vous-même, soyez vrai envers vous. Soyez authentique, n'ayez jamais honte d'assumer que vous êtes en pleine dépression. Parce que la dépression, il y a plusieurs étapes. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous montrer 10 signes qui vont vous permettre de comprendre. Et il y a des petites astuces pour pouvoir en sortir. Quand ça ne va pas là, alors vous appelez le professionnel. Donc, on peut continuer. Donc, d'abord, c'est quoi la dépression? J'ai pris deux définitions. D'abord, la définition officielle de l'OMS et puis j'ai pris la définition d'un dictionnaire. Donc, selon l'OMS, la dépression constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi. Donc, de troubles de sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue ou d'un manque de concentration. Donc,
Dans l'autre dictionnaire, on dit c'est un abattement. J'ai dit l'abattement là, je ne sais pas si je dois expliquer. Et quand on dit tu es abattu là, tu es abattu, tu n'as plus d'énergie. Donc c'est un état de souffrance qui se traduit par une lassitude. Tu es lassé, tu es fatigué. Hein, tu n'as plus d'énergie, tu as un dégoût pour la vie. Donc, l'exemple, c'est la dépression atypique la plus répandue, ce que nous tous on connaît, hein, qui se présente par le spleen, hein, on est là, on pleure pour rien, on est vraiment dans la mélancolie, on est abattu, on est pessimiste, on déprime, il y a le découragement, etc., etc. On passe. Désolé, hein, j'ai attrapé une toux là. Donc, l'un des premiers signes qui doit vous alerter, le premier signe, c'est la tristesse intense. La tristesse intense. On peut être triste, hein, la tristesse là, ça peut être une émotion passagère. Mais quand la tristesse devient intense, c'est un signe de dépression. Donc, le premier signe de la dépression est bien sûr une profonde tristesse. Elle est particulièrement douloureuse, incompréhensible et envahissante. Si vous êtes là, vous avez tout devant, vous avez à manger, le split est en marche, vos maris sont là, vos enfants sont là, vos voitures fonctionnent, vous avez des chauffeurs, vous avez des nounous, vous avez tout. Mais il y a quelque chose dans votre corps là, ça vous fait mal, vous savez pas. Souvent, tu peux même pas mettre le nom sur pourquoi tu as mal comme ça, pourquoi tu es dans cet état, tu peux pas. Et tu es triste, tu tu es là et puis tu commences à pleurer, voilà. Tu te mets à pleurer, hein? Tu es dans le désespoir constant. Tu as l'impression que tout va mal. Tu as l'impression que tout est noir dans ta vie, que rien n'est positif et que rien ne peut advenir de bon pour toi. Hein? C'est comme on dit, il nous arrive régulièrement d'être tristes. La vie n'est pas uniquement basée sur la joie, mais la mauvaise humeur finit toujours par passer. Souvent, même dans la même journée, là, un copain vient te chercher, une potesse vient te chercher, bon, pas te manger à checker quelque part à Marco là-bas, 2 bonnes bières, bref, ta tristesse est partie. Tu as oublié même que tu étais triste. Mais chez le dépressif, sa tristesse ne va pas. Il dort avec, il se réveille avec. Il dort avec, il se réveille avec. Et c'est permanent chez lui. Donc, il faut noter que la dépression et la tristesse qui en découle ne peuvent pas être résolues par la consolation et l'affectif des proches. Souvent, vous êtes déprimé, vous parler à un camarade. Il n'est pas professionnel, donc il ne peut pas détecter que c'est une dépression. Donc, ça va aller, il faut laisser. Ça va aller. Souvent, même, on t'appelle à 22h, tu dis, ah, ma chérie, fais nuit, demain, on va causer. Entends, elle a envie de dire quelque chose pour se libérer. Je connais quelqu'un qui a reporté, hein, on va se parler demain, hein, il fait nuit, il faut laisser, je suis fatiguée. Le lendemain, on l'a appelé pour dire que sa camarade est décédée. Elle s'est donné la mort. Donc, une tristesse normale sera sensible au réconfort d'autrui. Mais une tristesse dépressive, ça peut pas. Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, la dépression est tellement forte que seul un traitement adapté peut vous aider. Donc, c'est soit des médicaments, il faut aller voir un psychologue ou bien un psychothérapeute ou consulter des professionnels, hein, des assistants sociaux, un coach spécialisé, vraiment des gens qui sont professionnels, qui connaissent le domaine. Donc, ça va permettre à la personne de s'en sortir parce qu'il y a des techniques, il y a des exercices. On va te mettre en mouvement pour que tu puisses sortir du trou dans lequel tu es dedans. Donc, alors, quand vous sentez que cette tristesse-là vous arrive, alors il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Si c'est une tristesse passagère, ok, mais quand vous êtes 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous vous réveillez avec ça, c'est un signe que vous êtes en pleine dépression. Deuxième signe, la perte d'intérêt pour les activités que vous aimez habituellement. Donc, il est normal que les choses qui vous intéressent changent avec le temps. Ceci étant, vous pouvez aussi avoir des passe-temps et des intérêts qui vous suivent toute votre vie.
par exemple la cuisine, le jogging. Et lorsque vous arrêtez de faire ces choses-là parce qu'elles ne vous intéressent plus, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Donc, la perte d'intérêt peut vous empêcher de socialiser et de vous présenter au travail. Donc, si vous vous sentez ainsi depuis 2 semaines, il faut consulter un médecin ou un thérapeute. Donc, par exemple, comment je dis ça, la dépression au travail. Le travail lui-même, c'est pour ça qu'il faut choisir un métier qu'on aime. Quand on n'aime pas un métier, même, on est déjà dépressif même d'y aller tous les jours. C'est pour ça que tous les matins, tous les lundis matins, je prends des photos pour dire le lundi matin, le port du sourire est obligatoire. Donc, si tu es au travail et que tu n'as pas le sourire là, on ne t'a pas forcé d'aller choisir ce métier-là. Va choisir le métier pour lequel Dieu t'a mis sur terre pour que ta dépression puisse diminuer un peu. Donc, on est en phase de dépression, on n'a même pas envie d'aller au travail. C'est-à-dire que on dit que tu aimes le travail que tu fais, mais en dépression, tu n'as pas envie d'y aller. Donc, imagine celui qui n'aime pas le travail qu'il fait. C'est encore pire que pour toi. Donc, si vous vous sentez ainsi depuis des semaines, alors il faut consulter un médecin ou un thérapeute. Voilà. Le troisième signe, c'est une perte d'appétit. Donc, la dépression s'accompagne souvent de signes physiques. Donc, on notera qu'il y a une perte d'appétit, la préparation de repas, ça devient difficile. On mange à des heures irrégulières, les compositions sont déséquilibrées, on grignote, on mange n'importe quoi, on mange tout et rien, ou bien on ne mange pas, on est anorexique et on perd du poids. Et ça, si ça n'a pas de motif valable, vous êtes là comme ça, vous perdez du poids, vous ne mangez pas, il y a un diagnostic de dépression qui doit être fait. Il y a un diagnostic de dépression qui doit être fait. Donc, au contraire aussi, il y a des dépressifs, c'est une augmentation de l'appétit. Donc, il y a deux tendances. Il y en a, ils vont devenir boulimiques, ils vont manger ils ont la fringale, ils vont manger tout ce qui est sucré, boire du jus. En tout cas, moi, ça, c'est un signe courant chez moi. Quand je suis en pleine dépression, je peux boire 1,5 litre de bissap à la minute. Fanta, comment on appelle ça? Nyamakou, Tommy, tout ce que je trouve, je vais fabriquer. Il y a du sucre, je vais faire les bouillies là, je vais remplir de sucre, je vais boire. Déjà, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi parce que en temps normal, je ne consomme pas sucré. Donc, ça va conduire aussi à une prise de poids. Donc, en un mois, je peux prendre 5 kilos facilement. Et quand on me dit, Puska, tu manges trop 2 jours là, il faut limiter un peu la nourriture. Je dis non, j'ai rien mangé de bon. J'ai passé mon temps à boire du jus. Je prends l'exemple, quand mon père était malade avant son décès, j'étais tellement stressée, je déprimais tellement que je ne mangeais plus rien du tout. Tout ce que je faisais, c'était de boire du jus matin, midi et soir, que du sucre. À un moment donné, j'avais le ventre comme ça, comme une femme enceinte. Et tout le monde me disait, mais tu es enceinte, tu es enceinte. Je dis, non, je n'ai rien. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, je déprimais parce que mon père était en train de mourir et ça m'a entraîné dans un trou jusqu'à ce que je puisse revenir. Ça faisait déjà 1 an après son enterrement avant que je ne me retrouve. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que la dépression peut nous envoyer à nous perdre et à développer de nouvelles maladies qu'on n'avait pas. 4e signe. Donc, les explosions émotionnelles. Ça là, ça ne rate pas. Quand tu caches ça, quand tu caches que ça ne va pas chez toi là, c'est comme une bouteille d'eau qui est presque pleine et puis tu attends juste que quelqu'un vienne jeter une goutte dessus et boum, tu exploses. Donc, tu es toujours dans la tristesse, la mélancolie qui sont déjà bien connues. Mais des études ont également démontré que la colère peut être aussi liée à la dépression. C'est-à-dire que ta base émotionnelle, là, tu es comme sur une aiguille de talon. Petit truc va te toucher, tu vas dégringoler. C'est-à-dire que quand on te pince net, là, tu exploses. Les gens me sont étonnés, mais qu'est-ce qu'on a dit? À cause des petites plaisanteries, là, mais il y a longtemps que tu étais chargé. Tu étais chargé. Donc, et ce qu'on a découvert, c'est que les hommes sont particulièrement susceptibles d'être de mauvaise humeur lorsqu'ils sont déprimés. Donc,
la dépression est un trouble de l'humeur qui peut vous empêcher de traiter et d'exprimer vos émotions de manière saine. Et c'est ici que partent les violences domestiques, conjugales, maltraitance des enfants, etc., etc. Et comme les hommes, H, petit H, le papa des grands H, les hommes, petit H, on ne leur a pas appris à exprimer leurs émotions. Depuis son bébé, on dit garçon, pleure pas. Quand on organise les conférences de bien-être mental, émotionnel, des conférences de psychologie, dit, les femmes là, partez, c'est vous les faibles là, c'est vous qui pleurez tout le temps, allez-y. Pourtant, celui-même qui est en train de dire ça là, lui-même là, son bagage là, ça dépasse, comment je vais dire ça, bateau qui charge cargaison pour venir faire livraison ici. Donc, les hommes n'ont pas appris à évacuer, à libérer, à se déstresser, à décharger. Et donc, quand un homme est dans une situation de dépression, il devient extrêmement violent. C'est de là que viennent les violences conjugales. Quand vous voyez qu'un homme commence à battre sa femme, à battre ses enfants, à être agressif, à être arrogant, fouillez bien, il ne va pas bien. Sinon, s'il va bien là, c'est le plus gentil du monde. La cinquième, c'est la léthargie. La léthargie, là, c'est, vous vous souvenez, si vous avez eu un enfant qui a fait peut-être un épisode de diarrhée, pour les mamans qui sont en ligne, qui ont un enfant qui a fait un épisode de diarrhée, vous remarquez que quand l'enfant fait la diarrhée, il perd toute son énergie. Il peut même pas bouger, il est couché comme ça, flagada. C'est ça qu'on appelle la léthargie. C'est un manque d'énergie. Et donc, lorsque vous êtes déprimé, vous vous sentez léthargique, même si vous êtes exercé physiquement, même si vous venez de vous réveiller, hein, vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous ne savez pas, vous êtes toujours fatigué, hein, vous fonctionnez au ralenti, vous n'arrivez pas à vous concentrer, hein, vos pensées tournent au ralenti, vous faites tout lentement, vous n'avez aucun peps, c'est-à-dire le chaud qu'on vous connaît là, c'est mort. Ni énergie, tout simplement plat. Il n'y a rien. Et puis, vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est un signe avant-coureur que vous êtes en pleine dépression. Sixième. La sixième qui est une des plus dangereuses, ce sont les pensées noires. C'est là que les gens font les rêves et qu'ils découvrent que Satan est dans leur vie. Non, j'ai vu le diable, on me poursuit un rêve, on fait ceci. Souvent, je n'ai pas dit pour tous les cas, je dis souvent, c'est la dépression qui a commencé. Donc, lorsque vos perspectives sont assombries par la tristesse, vous pouvez avoir des pensées noires. Dans certains cas graves, la dépression peut mener au suicide. C'est là que les gens s'en vont se jeter de l'immeuble. Hier, j'ai fait une publication. J'ai une amie qui a dit qu'un matin, elle a pris une lame et puis elle a voulu s'ouvrir les veines parce qu'elle voulait se tuer. Et quand elle s'est préparée à le faire, il y a une voix qui est venue, une voix intérieure qui lui a dit, si tu fais ça, les premières personnes qui vont découvrir, ce sont tes enfants quand ils vont rentrer de l'école. Et ça là, ils vont jamais oublier, ils vont souffrir toute leur vie. C'est ce que tu veux. Elle n'a pas pu continuer son acte. Parce qu'elle se disait que bon, elle allait faire et puis que c'est les services qui vont venir la ramasser. Mais ce sont ses enfants de bas âge qui allaient venir découvrir ça, ça l'a découragée. Et mais très souvent, les pensées noires nous envoient, entraînent les gens au suicide. C'est pour ça que dès le départ, je disais que la dépression, c'est pas une honte. Quand ça va pas là, il faut en parler. Il faut chercher un professionnel, il faut parler. Il faut pas garder pour vous. Souvent, les gens sont sur Facebook, par exemple. On est toujours heureux. On se dit que bon, si ça va pas là, les gens vont se moquer de moi. Mais si les gens se moquent de vous là, on s'en fout. Est-ce que c'est eux qui payent vos cotisations au parti politique là-bas? C'est eux qui payent. Vous n'allez pas bien chercher à vous soigner que de regarder ce que les gens pensent de vous. Jusqu'à ce que vous allez vous cogner la figure, bien exploser dans une grande cérémonie où vous êtes une autorité. Quelqu'un va aller exploser là-bas parce qu'ils sont trop pleins. On a vu ce grand acteur qui allait gifler quelqu'un récemment. Quand vous fouillez là, c'est pas parce qu'on se moquait de sa femme qu'il allait gifler son collègue.
C'est parce que lui-même, là, où il était assis, là, il y a longtemps, son vase était plein. C'est la goutte d'eau qui est venue faire déborder. Lui-même, il n'allait pas bien. Quand tu ne vas pas bien, là, c'est comme ça. Tu ne vas pas bien, puis tu n'appelles pas à l'aide, là. C'est comment ça t'arrive au sommet, là-bas. Tu vas cacher jusqu'à... Et soit tu vas choisir le suicide comme une réponse permanente à un problème qui est temporaire. Donc, à cause des pensées noires que tu as pour 2-3 jours, tu te tues le premier jour et les 2 autres jours que ça va passer là, tu allais faire quoi? Donc, les personnes qui se sentent suicidaires ont besoin de l'aide immédiate d'un thérapeute ou d'une équipe de soins. Si vous vous sentez suicidaire, contactez un ami, parlez-lui, qu'il vous accompagne, ou un professionnel, ou présentez-vous au centre de prise en charge à Djamé, là, quand on sort du plateau, là, il y a un centre de prise en charge psychosocial qui est là, ça existe, c'est un centre public. Et les centres sociaux également, dans chaque commune, il y a des assistants sociaux, c'est des gens du public. Ils sont aussi outillés pour ça. Ou bien consulter un particulier, un thérapeute, un coach, ou bien un professionnel dans vos cliniques où vous avez vos assurances qui passent. Mais de grâce, n'allez pas parler à votre voisine pépesse du quartier qui elle-même a plein de problèmes mais qui ne sait pas comment elle va régler. Ce n'est pas à elle de vous donner les orientations parce qu'elle n'a pas les outils, elle n'a pas les informations, elle ne sait pas comment est-ce qu'on traite ces cas-là. Le 7e signe, la perte de l'estime de soi, la culpabilité. Ça, on retrouve ça beaucoup dans les couples. J'appuie sur couple là, je mets C majuscule. Les couples, monsieur comme madame. Hein? Le fait de se dévaloriser ou bien le fait que l'autre passe son temps à te dévaloriser. La personne pense qu'elle n'est bonne à rien, elle n'a aucune estime d'elle-même. Le sentiment d'échec revient sans cesse. Il fait quelque chose, ça ne marche pas. Moi-même, il dit que ce que tu fais, ça n'allait pas marcher. Toi-même, là, non, c'est pas où tu es quitté, tu ne connais rien. Cela peut même sortir du cadre professionnel pour toucher la vie familiale. C'est ce que je viens de dire. Et dans le cadre professionnel, là, il y a tellement de cas de dépression dans les bureaux. Les méchancetés que les gens se font dans les bureaux, là, vous ne pouvez pas. Quand on vous raconte même, là, vous avez la chair des poules. Les méchancetés, les choses même inhumaines qu'on vit là-bas. Et donc, chacun a sa pression. Et c'est là-bas que les maladies chroniques sont tension, diabète. Et tu vois, les femmes, elles ont des minerves ici. Elles sont malades, les hommes, tout le monde est malade. Parce que le vrai fond, c'est la dépression qui fait ça. Donc, ça peut toucher la famille, comme j'ai dit. La vie de couple, c'est vraiment une équation à plusieurs inconnus. On peut perdre carrément son estime dans un couple où monsieur ou madame ont été maltraités dans leur enfance. Ils n'ont pas eu de la résilience pour ça. Et puis, se sont rencontrés pour former un cocktail terrible, Molotov, qui explose tous les jours. Et ce sont les voisins qui en sont les témoins, comment je peux dire, muets, qui ne peuvent pas réagir, etc., etc. Et bon, comme la société, il faut vivre, faut faire envie que pitié. Ils vont finir de faire s'insulter, se maltraiter, être dans la dépression. Et puis dimanche, ils vont porter leur uniforme, pas monsieur, madame, ils vont s'accrocher pour prendre photo souriant, alors que dans leur ventre là-bas, c'est pourri. Ce sentiment peut s'ajouter à une impression d'abandon, d'inutilité, de solitude. Même si on est en couple, on a l'impression qu'on est seul, qu'on est inutile, on ne vaut rien. Hein? On cohabite avec le sentiment de ne pas être aimé des autres, de ne rien avoir à dire, puisque ça n'intéresse pas les gens. Il est dans réunion, au travail, partout, il passe. Quand on lui demande son avis, c'est que les autres ont dit là, c'est ça qui est bon. Moi, je n'ai rien à dire, parce que dans la base émotionnelle, là, il y a quelque chose qui cloche. Hein, d'être sans valeur. Quand tu le vois même là, il est toujours complexé, il est dans son coin parce que la dépression en train de le miner. Donc, les personnes souffrant de dépression analysent les événements de sa vie et les opinions des autres sous un angle systématiquement négatif et pessimiste.
C'est les gens, ils passent et puis on les regarde et puis ils disent pourquoi vous me regardez? Donc, on pensait que mes pieds sont penchés ou bien quoi. Vous-même, vos pieds là sont plus jolis que pour... On lui a rien dit, hein. Lui-même, il est en train de faire sortir son mal-être. C'est-à-dire qu'il sait que ses pieds sont penchés. Donc, quand les gens regardent son pied, donc pourquoi les gens regardent son pied? Il dit que donc, c'est pas mes pieds sont penchés. Les gens n'ont rien dit, mais toi-même, tu n'es pas content de tes pieds qui sont penchés. Donc, tu insultes les gens. Donc, le vrai fond, c'est pas les gens qui regardent ton pied penché, mais c'est toi-même qui n'aimes pas ton pied penché. Huitième point, pardon. Les douleurs inexpliquées. Ça, c'est psychosomatique. Hein? C'est psychosomatique. Ça c'est mon témoignage récent. Hein? Il y a à peine 3 semaines, je suis tombée dans un trou noir, pas possible. J'ai fait un stress psychosomatique qui m'a raidi le dos. Ça m'a raidi le dos d'abord. La douleur était tellement vive que mes 2 jambes ont perdu leur motricité. Aujourd'hui, je vous parle là. Je fais des séances de rééducation tous les matins. Donc, vous pouvez constater que vous allez bien, même le coach, il va bien, mais une situation peut te dépasser à un moment donné. Et puis, sans t'en rendre compte, tu plonges. Le jour où tu vas te rendre compte là, tu es déjà dans le trou. Tu es déjà dans le trou. Et moi qui suis coach, qui suis thérapeute, qui suis anthropologue, qui a étudié ça, je n'échappe pas à ça. Quand ça a commencé là, je n'ai même pas cherché midi 14. J'ai contacté la grande sœur Michelle Laura. Tous les jours, je parle avec elle. Tous les jours. Parce que je sais que moi-même, je ne peux pas me soigner quand ça ne va pas. Il faut qu'un professionnel comme moi puisse parler avec moi régulièrement et m'aider à réémerger. Moi-même qui vous parle. Non, ce n'est pas pour vous dire que c'est une affaire où ça touche les autres et puis nous, on est trop forts pour dire que ça nous a... C'est comme Gekwadjo. Tu as beau mis moustiquaire chez toi. Moustique, là, il va passer quelque part pour te piquer. Tu as gagné Gekwadjo, là. Tu as réparti payer médicaments, tu ne vas rien voir dedans. Donc, tu vas avoir des tensions des épaules. Tu sens une pression sur le dos ici, sur le cou. Tu as toujours mal à la tête. Tu as des jambes sans repos, tu as l'impression que tu es enceinte, tu as 8 mois, tes pieds te font mal, hein, tu as des maux d'estomac, tes joints sont rigides, tu as toujours des douleurs d'articulation, mais tu ne comprends pas d'où ça vient. À 30 ans, à 40 ans, à 25 ans, tu as maladie des gens de 80 ans. C'est psychosomatique. Ce n'est pas les sorciers qui t'ont guetté. C'est vrai, toi-même, tu ne vas pas bien. Souvent, même les sorciers, mais ils sont au village là-bas, là, ils ont une viande pour manger déjà. Ils ne te calculent même pas. Toi-même, là, ce sont tes propres problèmes que tu portes comme sac à dos, là, qui sont en train de te tuer. Donc, là, il faut te rendre compte de ça et puis il faut demander de l'aide. 9e point. Les troubles de la concentration. Donc, les personnes qui souffrent de dépression ont aussi une fatigue intellectuelle qui se traduit par un manque de concentration. Comme nous autres, là, c'est un autre cerveau, on travaille. Quand tu es en dépression, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais, c'est dormir. Dormir, te réveiller, dormir, causer, chatter, mais dans ton fond intérieur, c'est que tout ce que tu es en train de faire là, ça ne te fait pas du bien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une baisse de l'attention, hein, tu n'arrives plus à mémoriser, tu as une perte de mémoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tes pensées aussi sont ralenties, tu as du mal à réfléchir ou à t'exprimer. Et souvent, les gens pensent qu'ils souffrent d'Alzheimer, mais ce sont des faux trous noirs. On appelle ça des faux trous de mémoire. Et derrière ces faux trous de mémoire se cachent de vrais problèmes dépressifs. Se cachent de vrais problèmes dépressifs. Donc, il faut vraiment, vraiment être attentif à votre corps. En anthropologie, par exemple, ce qui a attiré mon attention qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler, Attractor m'a posé la question, mais comment c'est venu? En anthropologie, le déclic s'est fait comment? Un jour, on avait une leçon qu'on appelait anthropologie de la maladie et de la santé. J'ai dit, hi, on dit santé. Dans santé, là, il y a maladie. On dit non, non, non. Il y a la maladie et puis il y a la santé. J'ai dit, OK. Donc, ce jour-là, on a étudié le corps, on a étudié l'homme dans toutes ses dimensions. On dit l'homme est corps, âme et esprit. D'accord, ça, on a déjà entendu, mais où est la différence? On dit le corps, là,
c'est le physique, là, ce qu'on voit là, le biologique, là, c'est l'enveloppe que vous voyez qu'on touche là. Mais c'est juste la partie superficielle de l'homme. Le vrai fond de l'homme, c'est son âme. Et son esprit vient après. Et donc, l'âme, quand l'âme ne va pas bien, l'âme, quand il ne va pas bien, le corps épouse l'état d'esprit de l'âme. Donc, le corps peut être en bonne santé. On fait bilan médical, tout est là, il n'y a rien, mais tu es malade. Tous les jours, tu as mal à la tête. Tous les jours, tu as mal au ventre. Tous les jours, tu as des leucorrhées. Tous les jours, tu as des boutons. On fait tes examens de sang, on ne trouve rien. Tu commences à penser aux sorciers, alors que c'est somatique. C'est ton âme qui est en train de t'alerter que, tanti, tonton, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Hein? Tu vis ta vie avec ton corps là, tu ne fais pas attention à moi. Et donc là, je ne vais pas bien. C'est à cause de ça que le bouton sort sur ton visage. C'est à cause de ça que tu souris, mais derrière ton sourire là, il y a un mal-être qui est installé. Et c'est là que j'ai découvert que quelqu'un peut venir à l'hôpital pour un mal de tête. Le médecin va lui donner un comprimé une fois, il va partir. On lui donne encore 2 fois, il revient. Et le professeur qui nous dit, ce n'est pas un mal biologique qui fait qu'il a mal à la tête. Il doit de l'argent à quelqu'un, il n'a pas encore remboursé. Et donc, tant qu'il ne rembourse pas l'argent, là, son âme ne le laisse pas en paix. C'est pour ça qu'il a mal à la tête. Donc, quand il va rembourser l'argent, migraine va disparaître. Il dit, hein? Donc, ça doit être intéressant alors. Quand les archéologues ont fait les cours d'archéologie, on a appris que pour ceux qui connaissent la Bible, là, le pharaon qui a fait qu'ils ont fendu la mer Rouge, là, quand on a écrit quelque part qu'il avait son cœur qui était dur, il était méchant. Les archéologues disent que ce pharaon-là, quand ils l'ont retrouvé là, son cœur là, quand ils ont ouvert là, son cœur là était comme caillou. C'est-à-dire que le cœur dur qu'il a là, la méchanceté qui transparaissait de son cœur là, ça transformait effectivement son cœur de chair en cœur de pierre. Donc souvent, l'état d'âme dans lequel votre âme est là, ça se transpose ça dans votre génétique, dans votre sang. C'est pour ça qu'une femme enceinte qui ne va pas bien va transmettre ce mal-être là à son bébé. Et l'enfant là va naître. Il est là, il pleurniche, il a un sentiment de sécurité. On ne sait pas pourquoi l'enfant pleure, pourquoi il développe des maladies, mais parce qu'il est venu avec ce que sa maman lui a transmis. Sa maman était bien portante, mais son âme était malade. Donc, faites attention aux troubles, aux signes qui doivent vous alerter sur les questions de la santé mentale. Ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas un amusement. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que vous avez tout dans votre vie, mais ça, là, si vous ne prenez pas soin de ça, c'est comme vous promenez en veste en haut et puis votre slip est en bas et puis vous êtes dans la nature. À tout moment, les gens vont commencer à se moquer. Vous-même, vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes en caleçon. Le dernier point, c'est la baisse de libido. Quand vous êtes dépressif, vous n'avez pas envie des rapports sexuels, que ce soit femme comme garçon. Peut-être les hommes, eux, comme pour eux, là, se lèvent tous les jours. Très souvent, quand ils sont dans une phase dépressive, là, le truc, là, ça ne marche plus. Ça ne se lève plus comme pour 4 h du matin, ils connaissent, là. Ça ne marche plus. Eux-mêmes, ils savent ça. Et puis, ils vont dire, ah, bébé, toi-même, il faut savoir, il est un peu fatigué, mais en fait, il est stressé, il est déprimé. Son truc ne fonctionne pas. Les femmes, là, mais c'est la totale. Une femme, elle a un besoin sexuel une fois le mois en période d'ovulation, naturellement. Le reste des fois où elle a envie, là, ça, on l'a provoqué et puis elle veut faire. Sinon, naturellement, c'est une fois. Et donc, une seule fois, là, pour que ça vienne, on prie Dieu. Maintenant, elle est dépressive, ça ne vient pas. Donc, elle provoque même, il n'y a rien. Tu la touches même là. Elle va même faire des séparations sur le lit. Elle ne veut pas qu'on la touche. Le mari aussi, il donne plus. Donc, le désir et le plaisir sexuel peuvent diminuer, voire disparaître. La réalisation de l'acte sexuel devient comme une corvée. En conséquence, le conjoint a parfois l'impression d'être délaissé
ce qui accentue la tension dans la vie de couple. Donc, voilà les 10 signes attracteurs qui doivent alerter toute personne normale qu'elle ne va pas bien. Vraiment, coach, est-ce que pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez dire un mot à votre coach en commentaire? Parce qu'elle a beaucoup parlé. Le temps qu'elle boive un verre d'eau, voilà, on va lui permettre de souffler un peu. Parce que ce qui est intéressant et que vous devez savoir, c'est qu'elle va aussi donner des solutions. Voilà, elle va aussi donner des solutions. Elle va donner quelques solutions. Mais au-delà de ça, notre coach, qui est notre invité, je dois rendre ce témoignage parce que, en principe, on n'avait pas prévu ce direct. Donc, ce matin, donc depuis hier, j'ai vu en fait les posts qu'elle faisait. Ça m'a parlé, ça m'a touché personnellement. Et ce matin, quand j'ai fini ma prière quotidienne, le premier post que j'ai vu, c'est Coach Priska. En même temps, ici, parti l'écrit. Je n'ai même pas dit bonjour même. C'est quand elle a fini de dire ce qu'elle voulait dire là. Et puis elle a mis bonjour, coach. Et 10 minutes après, elle a répondu. Et on est en train de faire cette émission. Mais franchement, moi, je pense que c'est plus que c'est. Comme on dit là, coach, tu connais ton travail. Mais au-delà de ça, on est vraiment. Moi, je pense que tous ceux qui sont en train de te dire merci, parce qu'on a merci, coach. On remercie même ceux qui ont tagué d'autres personnes. Notre coach Yannick Otto est présent. Il te fait un coucou. Tu as Eding Rolling Stone, tu as Tabitha Paul, Binta Sanogo, voilà, Anne-Audrey, Ticia. Voilà, il y a vraiment énormément de personnes. Je pense que ce sujet-là est tellement important que, coach, on va te réquisitionner pour t'appeler de temps en temps parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. L'émission, on en parle, c'est ça. Il faut vraiment qu'on parle des choses sérieuses. Voilà, il faut qu'on parle des choses sérieuses. On va peut-être continuer si tu es prête. Ou bien on fait une petite pause. Tu vas parler de ton programme parce que le programme que tu as est un programme vraiment qui est important. Moi, je pense qu'on peut parler de du programme Redesign parce que c'est important. Et puis ensuite, tu as donné quelques solutions. Ok, c'est bon? D'accord. Voilà, tu me parlais de ton programme et comme je t'ai dit, je pense que beaucoup de personnes veulent savoir. Souvent nous qui faisons un travail de service, un travail qui permet aux gens de se sentir, souvent on se dit qu'on n'a pas de clients, mais en fait, c'est parce que les gens ne savent même pas que ça existe. Je t'assure qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il y a des personnes qui connaissent tout ça et qui peuvent les aider. Donc, il faut vraiment que tu puisses en parler. Et juste après ça, on va parler des solutions. Quand on voit des signes, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre projet? Ok. Je pense qu'à une autre occasion, j'aurai le temps de donner un témoignage sur ma propre vie, sur mon propre parcours, parce que non, tu vas revenir. On n'aura pas le temps. Et je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est Dieu qui a tracé un peu le chemin. Dieu a tracé le chemin et je me suis rendu compte que c'est l'ignorance qui nous détruit. Si aujourd'hui quelqu'un pleure, moi avant je ne pouvais pas me présenter parce que ma denture là, elle n'a pas poussé correctement. Donc j'ai des dents superposées. Avant je ne riais pas devant les gens. Je n'ouvrais pas la bouche devant les gens parce que j'avais ce complexe-là. Pour moi, c'est vilain. Donc, personne ne veut regarder. Donc, je n'apparaissais pas en public. Je rasais les murs. Je voulais avoir des fesses comme pour mes soeurs qui ont une taille guitare, qui ont beaucoup de fesses. Pour moi, là, c'est comme pour les blancs, là, c'est plat. Donc, j'avais ce complexe-là. Mais au fil des années, avec la résilience que j'ai développée et les études que j'ai faites et les cas que j'ai rencontrés et l'expérience même du travail, les environnements que j'ai parcourus, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que pour que ta vie puisse décoller, pour que tu puisses prendre ton envol là, c'est pas quelqu'un qui le fait pour toi. Il y a quelque chose en l'intérieur de toi que tu dois faire sortir, tu dois nettoyer parce qu'on vient avec des empreintes génétiques de nos parents. Nos parents eux-mêmes, là, ils ont leurs problèmes et ils nous transmettent ça. Et donc, ce mal-être-là nous poursuit. Tant que ce mal-être-là en toi, tu ne peux rien faire.
Tu peux être talentueux, réussir au travail, réussir dans le business, mais il y a quelque chose qui te manque et les gens, le charisme ou bien l'onction ne t'accompagnera pas. Tu n'auras pas cette onction-là malgré la réussite que tu as et on ne paye pas cher ta peau, tu vas perdre ça quelque part devant là-bas. Et donc, l'inspiration est venue de faire inside relooking. Et les femmes sont toujours en train de se faire belles, cheveux, habits, chaussures, sac à main, c'est bien. Hein, on cherche à faire envie que pitié. Mais quand tu as fini de te parer, puis quand tu es nu dans ta douche et puis dans ta chambre, tu pleures tous les jours, il y a un problème chez toi. Et c'est ça que j'appelle inside. C'est-à-dire que quand tu nettoies ton intérieur, tu es seul, tu es en couple, tu as enfant, tu n'as pas enfant, tu es heureux, tu es épanoui, tu vis bien, tu vis mieux. On te critique pas, tu t'en fous. C'est ta vie et personne ne va venir te dire quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça, inside relooking. Nettoyer son fond émotionnel, nettoyer, guérir de ses blessures liées à l'enfance, guérir de tout et se sentir bien dans sa peau. Donc, pour moi, c'est ça, inside relooking. Donc, quand tu guéris et que tu te sens bien, et le programme qui est venu s'ajouter maintenant, c'est Redesign Yourself. Il faut te redesigner. Quand tu as fini de te nettoyer là, parce que tu as pris les habitudes des gens, ton style vestimentaire là, tu as copié ça chez tes camarades. Le mari que tu as pris là, ce sont tes parents qui t'ont dirigé dessus, ou bien ce sont tes yeux de cupidité qui t'ont envoyé dans un foyer beaucoup d'argent, mais tu es malheureuse. Ou tu es malheureux. Donc, il faut te redesigner selon ton propre système de valeurs. Tu dois te redonner toi-même ta valeur. Tu dois décider de comment toi, ta vie là doit être. Quand ton âme te parle pour dire que, Prisca, je veux que tu vives de telle façon, c'est de ça que tu vis. Parce que 99% des gens qui sont au soir de leur vie, qu'est-ce qu'ils font? On leur demande qu'est-ce que vous regrettez. Ils disent que je n'avais pas fait ce que je voulais faire quand j'étais jeune. On a fait les choses pour plaire aux autres. Et puis nous-mêmes, on s'est délaissés. Et donc aujourd'hui, pour redesigner yourself, il faut t'asseoir. Des fois, redesigner yourself, ça va nécessiter que tu coupes des branches qui ont poussé sur tous les côtés, qui ne te font pas avancer, qui ne te font pas grandir. Et c'est ça qui est Redesign Yourself. Et c'est un programme de 8 semaines. Un programme de 8 semaines sur 2 mois où on va commencer par faire le nettoyage de tes cheveux jusqu'à tes orteils. Quand tu sors de là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te poursuivre. Tu ne poursuis plus garçon. Tu ne pourrais plus après les hommes. Même dans ton foyer, là, tu ne poursuis plus ton mari. Lui-même, il court pour venir à toi. Les hommes, même, là, ils courent pour venir à toi. Tu ne pleures plus derrière quelqu'un. Tes enfants, là, ils vont se soumettre à toi. Ils vont apprendre à te respecter parce que tu vas imposer ce respect-là et tu vas savoir comment on traite les enfants, comment on traite les employés, comment on se traite soi-même. C'est ça, inside relooking, c'est ça, redesign yourself. Merci, coach. Merci, coach. Ce que tu partages là, c'est fort. C'est fort. Tu as énormément de commentaires. Tu as énormément de commentaires. Tu as beaucoup d'encouragement. Beaucoup de personnes aiment ce que tu dis. Bon, certaines personnes ont dit quoi que le bruit. Voilà, tu as Anne, Audrey. Tu as ta collègue. Hein? Je t'ai partagé le lien. Je vais offrir un webinaire ce dimanche à toutes les femmes qui voudraient suivre ce programme-là. Donc, il y a un webinaire qui sera gratuit ce dimanche, je crois, à 16h. Toutes les femmes qui veulent changer quelque chose dans leur vie, elles doivent se connecter à ce webinaire-là. Je vais partager le lien sur mes pages. Attracteur, tu peux partager le lien. Bien sûr, donc, bien sûr, je partagerai. Tu peux me l'envoyer si tu veux. Dans la petite pause, tu peux me l'envoyer. S'il est prêt, si le lien est prêt, et moi, je vais mettre ça. Je t'ai partagé ça aux environs de 17h. D'accord, par mail, non. D'accord, ok. D'accord, donc, coach, tu veux prendre une petite pause? Sinon, je pense qu'on va passer à la suite du slide. Non, on continue parce que les gens sont en ligne. Quand on va finir, et puis après, je vais me reposer.
Ok. Donc, que Donc, faire si vous connaissez ce chemin? Qu'est-ce on qu'on a doit vu les faire? 10 signes. On a vu les 10 signes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attracteur, est-ce qu'après je pourrais avoir les commentaires parce que je n'ai pas le temps de les lire quand ça passe devant moi? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu les Donc, verras. ce que vous devez savoir, c'est qu'il est très difficile de trouver par soi-même la force de sortir d'une dépression. Je vous ai dit, vous savez, le dimanche de Pâques, où vous étiez en train de chanter Alléluia dans vos églises, moi, j'étais en pleine dépression dans ma maison ici. En pleine dépression parce que j'étais malade. Je ne sais pas par quel moyen, mes 2 pieds ne fonctionnaient plus. Donc, j'ai plongé. J'ai plongé. Mais vous voyez, aujourd'hui, je suis très bien parce que je sais déceler ces moments de faiblesse-là. Et j'ai mon network de personnes qui sont là. Il y a Maman Yaba avec qui je parle régulièrement. Il y a Michel Laura, il y a le coach Zedou, il y a le coach Serge Koukounion avec qui je parle régulièrement. Moi, je n'ai pas honte. Tout le monde me connaît. Je n'ai pas honte. Je ne m'assois pas sur mes trucs. Ce qui est dans ma tête, là, ça a sorti dans ma bouche. Parce que tu as honte, tu te joues les durs pour rien. Tu mens à toi-même alors que tu es en train de souffrir. Alors que moi, si j'ai trop souffert, c'est 2 jours, 3 jours. Si ça a trop duré, pareil, je n'ai pas envie de parler, c'est 2 jours. Sinon, le même jour, ça ne va pas là. J'écris à l'aide. Il est très difficile, mesdames et messieurs, de trouver par soi-même la force de sortir d'une dépression. Il y a une petite parenthèse que je voulais faire. Les gens confondent le travail du corps, de l'âme et de l'esprit. Le travail de l'esprit doit être confié à tous ceux qui ont été désignés comme les responsables des églises, les pasteurs, etc. C'est tout ce qui touche l'esprit là, c'est là-bas, la méditation, les prières, etc., etc. Il n'a jamais été à une prière où on a délivré quelqu'un parce qu'il avait faim. Quand on a faim, là, c'est le corps, c'est le physique. On s'en va au marché, on fait le marché, et puis on prépare, et puis on mange. Quand on est rassasié, là, le problème de la faim est réglé. On n'a jamais délivré quelqu'un de l'esprit de faim. Il n'a jamais entendu ça. Celui qui a entendu ça, il n'a qu'à commenter, j'ai voir. Donc, chacun a son travail. Quand vous êtes malade, vous avez faim, vous êtes malade, partez voir le médecin. Quand vous avez faim, vous partez au marché. Quand votre esprit a besoin de s'élever, vous allez à l'église, partez voir votre pasteur. Quand votre âme ne va pas bien là, allez-y voir le professionnel aussi qui a été formé par le même Dieu là pour vous accompagner. Il y a des assistants sociaux, il y a les centres publics, il y a les centres privés, il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a des gens qui sont là, qui sont formés, qui ont été à l'école pour vous aider à vous sortir de là. Donc, je vous rappelle qu'il n'est pas évident de se sortir par soi-même. Ceux qui ont essayé de sortir par eux-mêmes, là, ils ont fini par le suicide. Ou bien ils ont détruit leur famille, ils ont détruit leurs enfants, ils ont détruit eux-mêmes leurs propres affaires et ils se sont retrouvés sans rien du tout. Le recours à un professionnel est donc indispensable. J'insiste. Le recours à un professionnel est indispensable. Ça va rentrer dans vos habitudes. Si vous avez fait la démarche de consulter un pro, vous avez déjà fait le bon premier pas. Cela montre que vous acceptez d'être aidé et que vous êtes prêt à exprimer votre souffrance. Exprimer sa souffrance n'a rien d'être un être faible. Moi, là, je pleure. Hein. Quand ça me prend, là, je gare la voiture quelque part. Je pleure un bon coup. J'ai fini, je suis mais là, mon cœur est tranquille. Je peux prendre la route. Je préfère pleurer seul dans ma voiture que d'aller exploser en pleine réunion avec les autorités où tous les patrons sont là. Et puis, pour rire, quand tu commences à pleurer, on te demande, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Tu allais t'humilier comme ça devant les gens alors que tu pouvais demander de l'aide quand c'était possible. Donc, si vous acceptez de parler à un professionnel, c'est bon. Très souvent, vous partez parler à quelqu'un qui n'est pas professionnel et il vous plonge encore dedans. Il vous plonge encore dans votre malheur. Il faut laisser ça. Toi-même, tu as le comportement des Blancs même. Ça là, c'est quoi? Hein? Ça là, c'est quoi? Ton mari t'a lancé un trou, à cause de trou, il dit que ton manger n'est pas doux là. C'est à cause de ça que tu es dans cet état-là. Mais vous n'avez pas idée que les violences non verbales peuvent tuer quelqu'un. C'est pas qu'on te frappe là, c'est la meilleure des façons de prouver qu'on t'a violenté.
qu'on est en train de te maltraiter. Mais quand on ne parle pas, tu es dans la maison et puis le gars ou bien la go fait des gestes du genre, tu sens mauvais, par exemple, il ne dit pas. Mais quand tu passes quelque part, on vient au pulvérise pour dire que tu as une mauvaise odeur. Est-ce que quelqu'un peut ne pas être déprimé dans un environnement pareil? Mais vous n'avez rien pour justifier. Mais un professionnel sait que ces choses-là existent. Alors, allez parler à ce professionnel-là. Il va vous aider à sortir de cette relation toxique qui vous déprime tant. Donc, il faut apprendre aussi à s'aider soi-même. Comment s'aider soi-même? Par des petites techniques. Mais ça, c'est par différentes stratifications. Donc, il faut repérer les signes précurseurs, comme on vient de le faire, mettre en place des stratégies antidépressives. Hein? Qu'est-ce qui vous fait du bien, par exemple? Il faut faire une liste avec les activités où les choses peuvent vous détendre et éviter ou diminuer l'intensité d'une phase dépressive. On passe au prochain. Donc, ces stratégies pourraient être, par exemple, écouter la musique, lire un livre, faire du sport, faire une promenade, prendre un bain de soleil, appeler une amie. Chaque personne est différente et a ses préférences. Vous pouvez alors vous créer vous-même vos stratégies individuelles. Donc, faire du sport. Il est prouvé que le sport et la lumière sont les meilleurs antidépresseurs. Toutefois, lors d'un profond épisode dépressif, on n'a pas envie ou on n'a pas l'énergie pour engager des activités sportives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut entamer une relaxation. Vous pouvez vous inscrire dans un club de relaxation. Ces activités vont vous aider à vous détendre, à remonter votre estime de soi. C'est aussi prouvé que la méditation chasse la dépression. Moi, je le fais. En pleine dépression, je me réveille très tôt le matin, à 4 heures du matin, quand il n'y a pas encore de bruit. Je fais des méditations et puis je me sens libérée au petit matin. Et c'est comme ça que j'évacue. Donc ça, c'est une de mes techniques. Et j'ai une autre technique que j'appelle la boîte de guérison. J'ai une petite liste que j'ai établie des choses que je dois faire quand je commence à me sentir mal. Parce que quand tu te sens mal, tu oublies tout ça là. Donc, tu t'en vas fouiller ta liste là, tu regardes. Si c'est d'aller voir quelqu'un que tu aimes beaucoup, aller manger un repas qui te plaît, ou bien effectuer une sortie comme ça dans le vide, sans rien, aller t'asseoir seul quelque part, regarder les gens passer. En tout cas, il y a quelque chose qui te fait évacuer. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut changer d'alimentation. Même si on dit que le chocolat, par exemple, rend heureux, il faut essayer d'autres aliments, hein, des aliments plus équilibrés. Hein, et il faut savoir aussi que les bananes rendent également heureux et heureuses. Donc, quand on dit banane, c'est banane, hein, il y a banane douce. Mais nous, les Africains, là, c'est pour ça qu'on aime banane foutou, là. Actuellement, il n'y a pas de banane de foutou. Banane à loco, tout le monde, on dit que les bananes là, ça rend heureux. Donc, comprenez pourquoi vous aimez à loco, vous aimez foutou, il y a quelque chose dedans. Quand tu as fini de manger là, il y a une joie derrière, on ne peut pas exprimer ça. Hein, depuis un moment, il n'y a pas ri là. Tout ça qui fait qu'il y a fait dépression, il y a longtemps, il n'y a pas mangé foutou. À loco, tout ça là, je ne vois plus passer. Donc, voilà un peu des choses. Donc, tous les fruits et légumes qui font du bien à l'organisme et à l'humeur sont les bienvenus pendant ces périodes-là. Voilà. On passe au prochain point. Donc, pour moi, la santé mentale doit faire partie de votre plan de vie. De toute façon, vous faites budget. Hein? De la même façon, vous avez un électricien, vous avez un plombier, vous avez un médecin, vous avez un commerçant attitré au marché, un supermarché préféré. De cette façon, de la même façon, vous avez un mécanicien. Quand votre voiture tombe à part, vous êtes prêt à mettre 300, 400 000 le même jour pour que votre voiture revienne vous chercher à la main au bureau. C'est de cette même façon-là que vous devez avoir votre thérapeute. Vous avez compris? De toute façon, vous avez votre mécanicien. Quand votre voiture vous laisse en plein milieu de Solibra et puis vous l'appelez là. C'est la même façon aussi. Quand votre cerveau vous laisse en pleine dépression, là, il faut m'appeler aussi. Je vais venir faire la facture, vous allez payer et puis vous allez vous sentir bien. Donc, vous devez avoir votre thérapeute, votre coach pour vous accompagner à gérer votre santé mentale parce que ça fait partie de vous.
Votre santé mentale, c'est une partie de vous. Ce n'est pas votre santé ventrale seulement que vous devez prendre en charge. Vous devez prendre votre santé mentale aussi en charge. N'attendez pas de tomber en panne sur l'autoroute pour vous faire ramasser à la petite cuillère. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Voilà. Les soins préventifs sont mieux que les soins curatifs. Mais moi, je préfère que je vais parler au cours du temps. Plus. Ne négligez pas, ne nous négligez pas, nous les professionnels de la santé mentale et du bien-être, ne nous négligez pas. Souvent, quand tu finis, tu fais la facture, on dit, ah, coach, à cause des causeries, on a fait là, ces factures-là, tu donnes. C'est pas causerie, on est parti à l'école pour ça. C'est comme ton travail où tu fais les grosses factures pour les gens là. C'est la même chose. C'est la même chose. Que non, c'est trop cher. À cause de 20 000, 30 000, on dit c'est trop cher. Alors que quand le mécanicien donne la sentence là, 300 000, même jour là, on s'en tirer ça pour lui donner. Parce que notre voiture là, elle est importante pour nous. Mais la voiture là, si sa carrosserie est belle comme toi, hein, si sa carrosserie là, c'est joli et puis le moteur est pourri là, quelle que soit la beauté de ta voiture, tu peux aller où avec? Même tout le monde dit même, veut même pas la voiture, mais quand tu sors même à Tingé, déjà la voiture commence à freiner. Ben, il voit autoroute là, il ne pourra pas tenir. Donc, pardonnez. N'attendez pas de tomber en panne avant de nous appeler. N'attendez pas quand vos enfants commencent à prendre la drogue pour nous appeler. N'attendez pas que votre foyer soit au bord de l'implosion pour nous appeler. On est parti à l'école pour ça. Hein? Nos parents disent qu'anthropologie, là, il n'y a pas son argent en Côte d'Ivoire ici. Sociologie, là, mais on ne gagne pas l'argent. C'est pour aller passer le concours de fonction publique. Je n'ai pas dit que fonction publique, c'est mauvais. Mais vous aussi. Les gens ont fait médecine, on les respecte. Les fois, on fait mathématiques, on les respecte. Pourquoi nous, on a fait sociologie, anthropologie, là? On ne peut pas manger aussi dans ce pays-là. Hein? Même le mécanicien, mais il coûte plus cher que nous. Vous aussi, vous-même voyez quelque chose. Voilà, donc, contactez-nous avant qu'il ne soit tard. Hein? Diapo. Attracteur est parti où? Je suis là, coach, je suis là, je suis en train de te suivre, de t'écouter. Et il y a un autre. Voilà. Vous avez vu la photo là, j'ai choisi ça pour vous. C'est une image qui en dit long. Pour être heureux, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Juste un petit tapis, une petite lampe, une petite terrasse. Même s'il n'y a pas l'eau chez vous, faites comme l'humoriste là. Il a mis ciment dans sa couille, il a versé l'eau dedans, le robinet là, et l'eau coule sur lui. Définissez qu'est-ce que vous allez faire, puis vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir vivre là. Définissez ça et faites-le. Hein, détendez-vous, sortez de votre zone de stress et vivez pleinement. Vous y avez droit. Vous avez le droit de vivre pleinement. En Côte d'Ivoire, il y a la mer partout, mais il y a des gens qui n'ont jamais mis pied là-bas. Il y a piscine dans tous les quartiers, mais les gens ne vont jamais se coucher. Juste se coucher comme ça dans le transat là, comme ça, 30 minutes. C'est que tous les dossiers du pays ne peuvent pas se reposer. Pourtant, le jour que AVC te prend là, avant même que tu aies sorti de l'hôpital, on a déjà fait description job pour le prochain qui va te remplacer. Donc là, il faut prendre soin de toi, hein, ma chérie. Il faut prendre soin de toi, mon ami. Il faut prendre soin de toi. Il faut arrêter de réagir ce que les gens vont dire. Hein? Quand ça chauffe sur toi et puis tu pleures à chaudes larmes dans ta chambre là, l'église n'est pas là, le quartier n'est pas là, tes oncles ne sont pas là, tes tantes ne sont pas là, tu es seul face à toi-même, ton propre destin. Donc, à un moment donné, comme tu es seul à souffrir là, il faut être seul à prendre tes décisions. Il faut être seul aussi à choisir ce qui te fait du bien. Parce que quand ça ne va pas, tu es seul. Donc, cherche quelque chose qui va, toi aussi tu es seul, tu vas profiter de ça. Ou bien, ce qu'il a dit là, c'est mauvais. Vous allez porter cache-nez. Ah, d'accord. OK. Donc, il reste quel diapo là-bas? Il reste quel diapo? C'est fini? Voilà. Donc, j'ai fini de parler. Ça, c'est à tabou. Hein. Vous avez vu, non? Moi, je ne joue pas. Hein. Moi, je ne joue pas. Il y avait qu'un grand bérébi. Voilà. Et puis, quand je m'en vais là, même si c'est pour aller travailler, je trouve petit temps pour aller jouer un peu.
Moi, je joue comme un bébé. Ou vous me voyez là. Je joue. Je me mets au travail. Ça, j'étais allé en mission. Hein. C'est une mission officielle. Je suis partie. Mais quand j'ai fini de faire travail, je dis, mais la plage de Tabou est où? On dit, c'est quelque part là-bas. Il dit, bon, je suis parti là-bas. Je suis partie m'amuser dans l'eau. Tout pantalon, vous voyez, c'était mouillé. Mais ça m'a déchargée. J'étais contente comme ça. J'étais contente. Donc, je me présente à vous. Je suis coach Puskabou. Je suis socio-anthropologue de la santé, thérapeute bien-être mental et émotionnel. Je suis helper à Help Life Building. Help Life Building, c'est quoi? Aider à construire la vie. C'est pourquoi Dieu m'a mis sur terre. Je suis venue pour aider mes frères et sœurs à construire leur vie. Aider à construire sa vie. Une vie, ça se construit. C'est pas aller à l'école, avoir diplôme, avoir un travail, avoir les enfants. Ça, c'est la vie humaine. Mais on est humain et on est spirituel. On doit pouvoir manifester tout cela. Et c'est ça qu'on appelle la construction de la vie. Et donc, Dieu m'a envoyé comme aide à le faire. Je suis juste une aide. Il y a d'autres qui sont des aides aussi, qui vont vous donner les autres rudiments à construire et à être des êtres. On dit qu'on n'est pas parfait, mais à être parfait parce que nous sommes conçus à la gloire et à l'image de Dieu. Donc, le programme Inside Relooking et Redesign Yourself, vous pouvez vous inscrire avec le lien que Attractor a partagé pour participer gratuitement à la masterclass sur comment transformer une difficulté émotionnelle de votre vie en force. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci. Je serais contente de revenir une autre fois. Mais comme je vous ai dit là, de toute façon, les mécaniciens là, moi aussi, quand je vois mécanicien dépanneur de votre santé mentale, alléluia, amen. 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 Vraiment, merci, coach. Est-ce que je peux avoir des yes en commentaire pour notre coach, des merci, des cœurs? Est-ce que vous pouvez partager? Parce que ce qu'elle vient de nous dire, c'est vrai qu'on a suivi ça en direct, mais ça va durer dans le temps. L'idée, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui, avec le digital, d'impacter. Et je demande à tous ceux qui sont connectés de partager avec une personne, que ce soit en privé, que ce soit sur votre mur, sur votre profil, parce que ce sont des choses du quotidien. Moi, en l'écoutant, franchement, je me suis découvert, je me suis vu dans beaucoup de choses. Et voilà, coach, tous ceux qui sont connectés te disent merci. Tous ceux qui sont connectés te disent merci. Donc, on a des yes. On a Aya de Didier Vic qui dit yes. On a Mimkat qui te dit merci. On t'envoie des cœurs. Tu as Tabitha Paul qui a une très belle photo de couverture. Stop, violence conjugale. Tu as Aurélia André qui était connectée. Tu as Emlise Bokam qui était là. Sainte-Sébastien Ayakwasi était là. Aurélia André, Anne Audrey, Wairo Malan, Maï Mounata, Efi. Pourquoi c'est long le nom là? C'est Tata Manou, on connaît. Nafiasou, Blandine Konoumi était là. Marie-Flo, merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Il y a Larissa Adel qui a dit, elle est sociologue aussi, elle ne suit jamais les directs, mais aujourd'hui là, elle est satisfaite. Elle sent qu'elle n'a pas gaspillé son temps. Elle a appris beaucoup et elle est aussi sociologue. Et comme elle a dit là, on est devenu notre... voilà, votre mission est magnifique. J'adore et j'adhère. Vraiment, yes, c'est ça le couloir. Elle est dans son couloir et plus rien ne pourra l'arrêter. Marie-Béatrice dit qu'elle est spirituelle et humaine. Voilà, on peut pas mettre tous les commentaires. Aujourd'hui, on a pété les scores au niveau des commentaires. Donc, franchement, coach, moi, je te dis merci. Je te dis merci. Comme tu sais, on est lancé. Comme je dis, on est lancé. On est dans un programme de développement parce que, pareillement à ta mission qui est d'aider à construire la vie, le Seigneur m'a aussi demandé de vous aider. Vous qui avez une mission à aussi toucher d'autres sphères. Et tout à l'heure, dans un des commentaires, il y a Chap qui a dit que ce genre de direct devrait toucher en principe des milliers de personnes. Et je pense que c'est ça en fait. C'est ça, le but, c'est de pouvoir partager. Et nous, on va aller sur l'impact, tu vois, l'impact durable. Si on a pu changer une personne, elle pourra en changer 10. Et si chacun a réussi à se dépanner, à se soigner mentalement, c'est sûr que pour trouver le couloir, ça sera beaucoup plus facile. Et puis pour courir, on sera là pour les aider à courir.
Donc, à tous ceux qui étaient connectés, merci beaucoup. On va laisser à Coach Prisca le dernier mot, le mot de la fin, ce qu'elle peut faire pour conclure cette émission. Et puis, on va se dire rendez-vous jeudi prochain avec un thème de croissance, un thème d'impact qui va vous toucher, qui sera inspiré par le Seigneur. Ok, mon dernier mot. Vous savez, aujourd'hui, j'ai une maman qui m'a contacté, qui a un enfant de 16 ans, qui a commencé à détruire sa vie, ne va pas à l'école, une fille qui fait ses menstrues, qui ne se lave pas. Vous voyez un peu le décor. Et cet enfant est battu parce qu'on trouve que elle fait pas bien les choses, elle va pas à l'école et tout ça. Et ça me fait mal parce que tout ça arrive parce que le papa, la maman n'ont pas de base émotionnelle solide pour pouvoir s'occuper des enfants. Et donc, voilà un enfant qui va grandir et qui sera aussi une maman violente, méchante dans la société, va maltraiter parce que depuis son enfance, elle a traîné que du mal-être. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ma mission, c'est de parcourir parce que il y a disrupt teenager mindset, changer, traquer, casser, shifter la mentalité des adolescents également qui sont la relève de demain pour leur apporter ce qu'on appelle le bien-être, pour remettre en place tout ce mal-être que les parents ont installé en eux et qui font qu'aujourd'hui, ils sont vraiment un désastre pour notre société. Et donc, je prie Dieu qui me donne la santé pour que cet impact-là soit grand, qu'on puisse former autant de personnes dans la société qui vont être le relais de ce travail-là que nous nous battons pour mener, pour que dans notre société, on ait au moins 90% de personnes adultes bien portantes mentalement et que ces personnes bien portantes mentalement puissent le transmettre aux enfants et que dans les 3, 4, 5 prochaines décennies, notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays stable émotionnellement, stable physiquement, stable politiquement, parce que tout ce qui vient de la stabilité vient d'abord de l'émotionnel, vient du mental, vient du cœur, vient de l'âme. Si l'âme est en paix, il n'y a pas de guerre. Si l'âme est en paix, il n'y a pas de palabre. Si l'âme est en paix, il n'y a pas de machette qui se promène dans la rue. Et donc, c'est ma prière, c'est mon dernier mot. Nous prions pour que tout le monde se porte bien, que tout le monde apprenne à résoudre ses problèmes de façon positive, d'une certaine façon. Si ton foyer est gâté, toi-même, tu vois que c'est pas bon, faut quitter dedans. Si tu penses que tu peux soigner, reste là, faut soigner. Si tu vois que ton âme ne répond plus de rien, il faut partir, il faut pas mourir. Tu es en train de détruire tes enfants, pardon, réconcilie-toi avec tes enfants et puis revivez une vie d'amour. Donne-leur tous les rudiments de résilience pour qu'ils puissent appuyer dessus et grandir sainement. Et à Tractor, merci pour la mission que Dieu t'a confiée d'ouvrir la lucarne à tous ceux à qui Dieu a permis de découvrir leur mission de vie. Parce que tout le monde a une mission de vie. De la même façon, on a une empreinte digitale et c'est comme ça unique. C'est comme ça notre empreinte cérébrale est également unique. Donc, personne ne peut copier ce que Dieu a donné à chacun. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer votre lumière. Quelqu'un va faire la même chose que vous, mais il ne pourra jamais faire exactement parce que ce que Dieu lui a donné, c'est parce que Dieu vous a donné. Croyez en vous, ayez confiance, découvrez vos missions et je pense que l'épanouissement, la joie sera dans votre cœur. Ça va chasser toute forme de procrastination, toute forme de dépression et c'est le Dieu qui va toujours se glorifier en nous. Amen. Amen. Il n'y a plus rien à rajouter. C'était notre rendez-vous. On en parle. C'est tous les jeudis à partir de 20h30 en temps universel. Nous recevons des spécialistes, des personnes qui partagent leurs passions, des personnes qui partagent leurs aspirations, qui partagent leurs témoignages pour édifier et aider les autres. Donc, on va se dire au revoir. On a fait 1h30 de direct pile et on se dit au revoir. Le lien pour le webinaire gratuit de Coach Prisca, c'est en commentaire, c'est épinglé en commentaire. Vous pouvez dès à présent remplir le formulaire et puis suivre toutes les indications, toutes les consignes qui seront là-bas. Elle est disponible aussi sur Facebook. Et puis, je pense que quand vous aurez le formulaire, vous pourrez facilement entrer en contact avec elle. Et puis, on est tous concernés. Je vous dis à très vite. Coach Prisca, bye bye. Porte-toi bien.
on continue notre travail en off. Et puis, voilà, on s'est dit, je te dis merci d'avoir pris ce temps-là pour Pas partager. moyen les barbecues, toi, tu as grossi là-bas. Hein. Non, je ne grossis pas ta vie, je suis là. Je suis là. OK. Bye bye à tous. Portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci.